Moi c'est Guillaume, je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast c'est comme un guide, chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'autoproduis ce podcast, c'est mon métier et je dépends des contributions des auditeurs comme toi. Alors va faire un don sur le site du podcast ou regarde ma petite tête sur mon Instagram ou les infos pour rejoindre une rencontre entre auditeurs près de chez toi, va sur actifoupacif.com. À la toute fin de cet épisode, je t'en dis plus sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Place à ton épisode, bonne écoute. Arthur, partie 2 de ton témoignage. Rebonjour. On a parti dans la partie 1, t'as raconté tout ton chemin. En fait, c'est très récemment que tu t'es séparé. Ouais. On l'a entendu à la fin de l'épisode frais. Ouais. Et tu racontais qu'en fait, il y a un enjeu de dépendance et un enjeu de praticité dans tes couples. Est-ce que tu peux m'amener dans cette réalité-là ? Donc toi, t'es malvoyant. Mm-hmm. Ça veut dire quoi ? Si je suis en couple avec toi, ça veut dire quoi ? Cette partie pratique où je deviens aussi ton aidant ? C'est quelque chose que j'essaye d'atténuer à mesure des différentes relations, mais c'est quelque chose qui est quand même là, parce que, par exemple, si... dans ma première relation, je devais voir une date de péremption sur un produit qui est dans le frigo. Bah, tu demandes à qui ? La première personne qui est à côté de toi, c'est-à-dire ton mec. À l'époque, c'était ma daronne. Mais sauf que je vis plus chez maman, heureusement. Donc du coup, ton mec peut avoir cet aspect-là de tiens, ce jean, il est propre ou il est sale ? Est-ce que j'ai besoin de le mettre au sale ou pas ? Ouais, non. Est-ce que il faut, je sais pas moi, nettoyer la douche ou on peut attendre la semaine prochaine ? Est-ce que tu vois, plein de trucs comme ça. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir si à l'époque c'était lire le courrier, par exemple, que tu reçois en papier. Si par exemple t'as un bug d'accessibilité sur un site, moi aujourd'hui je surfe sur les internets avec un iPhone normal, mais avec une couche supplémentaire qui s'appelle une synthèse vocale. Donc t'as une voix qui te décrit en fait ce que toi tu verras avec tes yeux, à savoir qui va te lire le texte d'un paragraphe, ou qui te dit que c'est un bouton cliquable sur un site ou un truc comme ça. Bah parfois il y a des bugs d'accessibilité, même assez souvent. Pour te débunker le truc, ton mec qui est possiblement là à côté dans l'appart, tu vas lui demander. Oui, tu lui demandes de l'aide. Ouais. Tu t'as senti que ça crée des déséquilibres ? Oui. J'ai senti que ça crée des déséquilibres parce que j'ai forcément... Enfin forcément. Non, pas forcément, mais... j'ai plus de besoin d'aide que, en général, la personne qui est en face de moi. Alors moi, j'essaye de me rendre utile sur plein d'autres plans, mais ça crée ce déséquilibre-là, où tu as plus facilement besoin de l'autre que l'autre a besoin de toi. Ouais. Et peut-être même d'ailleurs que si tu as trop besoin de l'autre peut, tu vois, un peu en avoir marre d'être l'aidant plus que l'amant. Ouais. Donc ça joue. Ça joue forcément, et notamment avec mon ex là plus récent, Florian. C'est des discussions qu'on avait eues plusieurs fois ensemble. De comment est-ce que je peux solliciter ton aide pour que ce soit le plus OK pour toi. Ouais. Vous étiez tombé sur des règles ? Ouais. Sur des codes de, quand je te demande quelque chose, ne le prends pas comme une demande péremptoire et immédiate. Je te demande quelque chose, t'as la liberté de me dire, ouais, je peux, mais là, pas tout de suite, je suis en train de faire un truc. Enfin, moi, ça me paraît basique, si tu veux. Mais lui, il s'accordait pas cette possibilité-là. Donc du coup, il prenait une charge supplémentaire alors qu'il était en train sûrement de faire un truc sur son ordi à côté. Et donc il y avait, tu vois, pas mal de trucs comme ça où il a fallu pouvoir le discuter. Et ouvrir un peu le bid pour dire qu'est-ce que ça vient faire jouer chez toi, qu'est-ce que ça vient faire jouer chez moi quand tu me refuses de l'aide, je me sens rejeté et pas compris par mon propre mec et ça me questionne pas mal. Ou après il y avait des trucs où c'était des règles mais juste de rangement. Ou là, au fait, pour qu'il n'ait pas besoin de m'aider, il faut que chez moi, ce soit rangé. Chez moi, c'est hyper propre et rangé. Oui, chaque objet a sa place, parce que sinon, c'est la galère. Exactement. Ouais. Et du coup, ici, c'est plutôt un mec propre et rangé aussi, moins que moi, mais il s'y conformait plutôt bien. C'était plus compliqué avec mon ex
ex. Ouais. Louis, parce que lui est beaucoup plus bordélique et on était aussi un peu plus jeunes dans nos chemins de vie et j'avais l'impression des fois d'être sa daronne, ce que j'aimais pas en plus, et lui il avait l'impression d'être mon ado, tu vois, ce qu'il aimait pas non plus, mais on a fini dans cette extrémité là de notre relation, c'est pour ça que ça marchait plus. Ouais. Tu disais j'ai enchaîné les couples aussi parce que j'ai peur d'être seul, donc tu as eu 2 couples de à peu près 6 ans. Et 1 an de célibat. Là, ça fait 1 mois que ça s'est arrêté avec ton ex. Comment ça va? Genre ce mois-là, toutes ces peurs, les dates de péremption, le jean propre sale. Et j'imagine que là, tu as gentiment pris des exemples pour que je comprenne et tout, mais j'imagine qu'il y en a, mais des centaines comme ça. Ouais, puis t'en as des moins faciles, genre du caca dans les toilettes, moi je le vois pas forcément, et ça peut être voilà, ton mec de checker. Ouais, il y a plein d'exemples. C'est plein de petits pointillés dans ma vie qui paraissent pas forcément énormes, mais quand tu les mets vraiment en tas, oui, tu vois ce que ça représente pour toi d'être en lien, et tu vois ce que ça peut représenter pour l'autre d'être avec toi. Ça se passe comment depuis 1 mois? Eh ben, ma foi, très bien. Parce que depuis déjà, j'ai, par rapport à ce que je te disais sur les dates de péremption, etc., ça date de mon ex, Louis, parce que j'ai acquis de l'autonomie, beaucoup plus. Chose que je faisais très très peu avant, puisque avant, les efforts que je faisais, c'était pour que ce soit pas visible, la malvoyance. Alors que maintenant, j'en ai rien à foutre que ce soit visible, c'est mon style. Tu m'aimes pas, mais c'est comme ça. Et je le revendique, je le vis bien et j'adore montrer aux gens comment je vis chez moi parce que je vis d'une façon très différente. Mais les gens le voient pas forcément parce que ça ressemble à un appart classique, mais il y a des assistants vocaux dans toutes les pièces, il y a des trucs très très bien rangés, il y a des tapis pour baliser le fait que si tu continues à t'approcher, tu vas te manger la table basse ou le canapé. Mais c'est plein de petits trucs comme ça que j'ai adapté dans mon appart, puisqu'entre-temps je suis devenu propriétaire et que j'ai fait tout un peu à ma main, si tu veux, dans l'appart. Ah oui, donc en fait, ce qui exigeait un aidant extérieur, c'était pour se conformer au monde valide. Oui. Et ce qui nécessite toujours un aidant extérieur, c'est surtout pour ça. La date de péremption, tu fais comment du coup ? Aujourd'hui, soit je prends une photo qui repère la date de péremption avec l'intelligence artificielle, soit juste je m'en fous parce qu'en fait je vais ouvrir le truc, si ça sent bon, si ça pue, je le jette. J'allais dire, ouais. Tu vois, mais et avant, j'accumulais beaucoup plus de trucs dans les placards, quitte à pas savoir ce que c'est, et comme j'avais pas d'intelligence artificielle parce que ça n'existait pas à l'époque, j'étais encombré de tout ça, et ça me stressait de me dire putain, en fait j'ai plein de trucs, mais je sais pas ce que c'est. Ouais. Alors que maintenant, c'est minimaliste chez moi. Les placards, il y a ce qu'il faut, mais je suis pas là à faire des courses comme si j'allais vivre 8 mois en confinement. Ouais. Parce que c'est plus simple à vivre. Je sais ce que j'ai. J'ai pas besoin de me souvenir de trop de trucs simultanément. Ouais. Et ça a éminemment changé dans ma vie. Ce qui a changé aussi par rapport à ma rupture précédente où j'étais pas bien, c'est le fait que là, quand on a rompu avec Florian, c'est pour des raisons où vraiment il m'a dégoûté à la fin. Ce que j'ai découvert de lui dans ses valeurs profondes, dans son intériorité, ce qu'il était capable de me faire, j'ai trouvé ça dégueulasse, mais vraiment dégueulasse. Ouais. Alors que quand on s'est séparés avec mon ex Louis, on s'est séparés, ça nous a fait du mal tous les deux, on était l'un l'autre notre premier amour, donc ça a été difficile les mois suivants, mais on s'est pas fait mal, on a fait ça proprement, on a été gentleman. Et aujourd'hui on est toujours potes, ce soir on se voit. Qu'est-ce que tu... pourquoi est-ce que... ma question est très... pardon. T'es resté avec lui 6 ans, et c'est vraiment sur la fin où tu te rends compte que au fond de lui, il y a des valeurs où tu matches pas. T'as l'impression que tu t'es menti à toi-même ou que lui a changé ? Ouais, ok. Que lui s'est aussi révélé là-dedans, dans ce côté... beaucoup plus perso, quitte à me faire du mal alors qu'on a eu des promesses l'un envers l'autre et donc de très vite oublier tout ça. En quoi tu t'es menti, tu penses ? Parce que ces choses-là qui datent de... La première, c'est 2021 où j'ai contracté une chlamydia alors que depuis le début, je mettais un point d'honneur à me dire
Ok, il a l'air hyper stressé sur les IST, hyper peu en confiance parce que quand j'étais célibataire, j'avais, selon lui, une vie de débauché à coucher avec des couples et des trucs comme ça. Et donc, lui, pour le respecter, je me suis conformé à quelque chose de beaucoup plus normatif. Et de comprendre qu'en 2021, mais comme j'en ai jamais eu la preuve irréfutable, puisqu'il m'en a jamais parlé en disant oui, ok, j'ai fauté, machin, dès 2021, je me suis assis sur le truc en mode je déteste les gens qui font faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Et là, j'ai contracté une chlamydia alors que je sais pertinemment que j'ai rien fait, donc possiblement que ça venait de chez lui. Donc ça veut dire que lui, c'était sans doute tapé un autre mec, et un écart, ça peut complètement arriver, je peux le comprendre. Pour autant, le fait de montrer aux gens que soi-disant t'es vertueux alors t'es une salope comme tout le monde ou comme beaucoup de gens, bah juste assume-le, c'est pas grave. Et ça a été pareil sur la fois d'après, sur le mensonge au sujet du OnlyFans et des vidéos, etc. J'ai passé l'éponge. Et je pense que je me suis menti à moi-même sur qu'est-ce que cette personne était capable de faire malgré ce qu'on venait de signer à se marier 2 mois avant. Tu racontes OnlyFans et les vidéos dans l'épisode précédent. Ouais. Moi, je me souviens vraiment au début vouloir à tout prix rester en couple. C'est pas aussi simple que ça, mais en fait, je me rappelle quand même dans ma tête. Tu parles de ta tête à toi ou de choses qu'on a dit ensemble ? Non, la mienne, okay. Moi, mon rapport au couple, j'avais vraiment peur d'être seul, tellement peur d'être seul, que je faisais des concessions sur concessions. Enfin, je me déformais pour pas être seul. Alors. Il y a un peu de ça. Probablement que je le faisais de moins en moins dans mes relations. Et en plus, j'ai quand même un putain de caractère, donc je pense que je sais aussi m'imposer sur pas mal de trucs. Mais je sais qu'il faut que je fasse gaffe parce que il y a sur certaines choses des lignes à pas dépasser. Parce que si je dépasse ces lignes-là, c'est trigger pour la personne en face. Ça va être déclencheur de non, stop, c'est fini. Et sauf que là, si c'est fini, ça me fait une peur énorme. Attends, tu m'as perdu là. D'un côté, tu dis, t'as une très forte personnalité et t'as du mal à respecter les limites des autres. Alors, j'ai pas du mal, mais je vais aller jouer avec ces limites-là ou pas mal m'imposer, etc. C'est quoi le rapport avec ton ex-mari qui outrepasse tes limites et tu t'assois dessus ? Parce que en fait, je pense que j'arrive à m'imposer dans certaines limites, etc. Et à quand même être moi-même, mais sur certaines autres limites que je sais être particulièrement importantes pour les gens. Bah ça, je sais que même si ça me convient pas parfaitement, il faudra que je m'assieds dessus. Tu vois ce que je veux dire ? Entre juste mon tempérament, qui peut être assez imposant, etc. Mais en fait, sur les trucs de fond, peut-être que je me suis pas suffisamment écouté, que j'ai pas... Pourquoi ? Parce que cette peur d'être seul. Ouais. Je pense très clairement. Très clairement. Donc là, j'aime être aimé et j'aime être en lien. Et donc, du coup, si t'es seul, t'es ni aimé ni en lien. Là, aujourd'hui, t'es célibataire ? Ouais. T'es aimé en lien avec qui ? Ce que j'ai découvert, c'est qu'en fait, tu pouvais être aimé en lien avec beaucoup d'autres gens et qu'on ne considère pas suffisamment le lien amical, le lien familial. Et je pense qu'on fait trop peser de choses au lien amoureux. Donc ça, c'est en train d'être réouvert chez moi, même si c'est déjà quelque chose que j'avais découvert après ma première rupture. Et aujourd'hui, moi, je suis un être de lien et je me construis des villages où que j'aille. Parce que j'aime les gens et parce que je sais aussi que ça fait partie de mon autonomie. Et pour revenir à ta question, c'était quoi que tu me demandais exactement ? Non, mais tu y réponds. J'ai l'intuition... En tout cas, moi, mon chemin, ça a été de conquérir mon célibat, ma solitude. Ouais. Ça transforme la vie, ma vie, parce que du coup, je me présente à l'autre, disponible pour ce qui est, plutôt que exigeant quelque chose. C'est-à-dire, très souvent avant, parce que j'avais peur d'être seul, quand je voyais des gens avec qui il y avait moyen de moyenner, où il y avait un peu de la séduction, etc., immédiatement, j'avais envie qui conforme à ma vision du couple. J'avais envie d'être en couple, j'avais envie, tu vois, je les embarquais sans vraiment écouter très bien ce qu'ils me disaient, je crois, dans un rêve de vie à deux, de foyer, de couple. Rêve bleu. Exactement.
Et en fait, c'est ultra relou. C'est super, envahissant pour l'autre. Enfin, vraiment, Guillaume, ne fais pas ça. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je me sens tellement heureux célibataire. Et je trouve que je me connecte plus facilement aux autres parce que j'écoute mieux ce qu'ils me disent, je pense. Et puis, j'ai plus cette angoisse de devoir vite être en couple parce que sinon, je vais être triste et seul. Et j'avais envie de te demander, j'ai l'impression qu'il y a un enjeu. Mon intuition, c'est que du coup, moi, ce serait trop mon conseil, c'est que ce mois célibataire, j'aimerais trop pour toi que tu le transformes en genre 2 ans célibataire, 1 an, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Bah, c'est effectivement le projet que j'ai en tête, de me dire, mais kiffe ton célibat, les rencontres, etc. Mais sans te mettre tout de suite en couple. Parce que j'ai vu quand même, j'avais beaucoup d'angoisse après notre séparation, les quelques jours où j'étais à Paris en famille, avant de retourner chez moi à Lille. Je lui avais demandé de quitter l'appart au 15, et 12, 13, 14, 15, j'avais pas mal d'angoisse parce que je me disais, putain, je vais retourner chez moi. J'avais l'impression de me remettre dans mes pompes dépressives de 2018. Ces pompes-là, c'était post-rupture de premier amour, j'avais pas suffisamment de skills dans mon autonomie, et puis j'avais plus de boulot à ce moment-là. Alors que là, j'ai fait un chemin énorme niveau autonomie, amour-propre de moi avec mon handicap, etc. J'ai un boulot, même si là j'ai eu des problèmes de boulot il y a 1 mois et demi, c'est venu réveiller un peu ces tensions-là, mais j'ai un boulot qui m'épanouit. T'es dans quel domaine à la louche ? Je travaille à l'hôpital. Je travaille à l'hôpital et j'accompagne d'autres patients dans un centre de maladies rares, d'autres patients qui perdent la vue. Et de pouvoir leur dire « Hey, moi aussi !» Mais en fait, peut-être qu'on peut en discuter. Et en fait, il y a plein de trucs qui sont possibles. Parce que les gens, ils voient tout de suite tout ce qu'ils perdent et comment leur vie va être horrible. C'est normal. Mais d'un coup, quand ce qu'on appelle un père aidant, une personne qui partage cette expérience de vie singulière, qui vient t'expliquer son chemin, avec des hauts et des bas, parce que c'est toujours important d'expliquer les bas et que les gens te prennent pas comme un exemple avec des énormes guillemets, mais qui te met à distance au sens de « je suis pas comme vous, moi ». Bah si, Monique. Ok, t'as 60 ans, j'en ai 30. Mais laisse-toi le temps d'avancer dans le chemin de vie. Et moi, j'ai mis 15 ans avant d'être ok avec ça. T'es payé par le ministère de la Santé ? Oui, indirectement, par l'hôpital, du coup. T'es dans un hôpital en particulier ? Oui. C'est ça ? Et donc, tu rencontres des patients, t'échanges, ton cœur de métier, t'es psy ou... Bah, il y a un peu de ça, c'est-à-dire que tu parles du parcours de vie, de ton parcours de vie et de celui des patients. Mais t'es pas psy toi-même ? Ah non, pas du tout. T'es pas coach ? Non. Moi, en formation, j'ai une formation en communication audiovisuelle et en ingénieur du son. Ouais. Non, mais là, c'était réalisateur. En fait, j'étais curieux de ton métier d'aujourd'hui, l'hôpital étant ultra structuré. Dans quelle boîte tu rentrais dans l'hôpital français, quoi ? Et aujourd'hui, on est en train de faire des places qui sont toutes nouvelles, ce qu'on appelle le patient partenaire. Et on a été formé par l'Université des patients de Paris-Sorbonne, qui est habituée à former cette expertise patient, qui travaille dans les services. Wow. Et heureusement, on a un hôpital qui est allé voir l'Université des patients en disant nous, on veut faire ça aussi. Et on est les premiers patients déficients visuels au monde. Patients partenaires déficients visuels au monde. Et c'est trop cool parce que du coup, t'es quand même dans un environnement qui te fait cette place-là, même si t'essuies un peu les plâtres de quelque chose c'est la première fois qu'on essaye des choses comme ça. Ouais. Et il y a plein de soignants qui ont le réflexe de nous considérer comme des patients. Et je suis genre, non meuf, je suis ton collègue. Ouais. Et de dire, mais monsieur, vous êtes perdu, vous êtes au -1, là c'est le niveau du personnel. Je suis ouais. J'ai un badge, meuf, t'inquiète. Ouais. Mais je trouve ça trop drôle parce que tu viens casser les représentations de ouf. Ouais. J'ai envie qu'on parle de limites. Ouais. Toi, t'as l'impression que une fois que tu vas conquérir ta solitude, tu vas pouvoir mieux te connecter à l'autre et être en capacité de dire stop plus facilement. J'aimerais, ouais. Ouais. C'est quoi ton enjeu avec les limites des autres ? Et pour moi, c'est vachement connecté à tout l'aspect BDSM et salope dont on va parler aussi. Okay. Sur le rapport au contrôle, tu dirais que c'est quoi ton rapport au contrôle et aux limites que les autres t'imposent ?
T'es à l'aise? Pourquoi tu rigoles? Je rigole parce que dans les limites de la vie quotidienne, j'ai grandi dans un milieu très cadrant, de parents assez bourgeois, où il faut être bien normé pour plaire aux autres, etc., et faire des études, et faire ci, et faire ça. Assez cadrant, et puis la vie, du fait du handicap visuel, t'impose une forme de limite. Et plein de gens vont te dire « Oh non, 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 monsieur, n'avancez pas, parce qu'en face de vous, il y a... Oui, un passage flouté, je sais, merci, meuf. » Tu vois, et genre plein de gens qui vont essayer de te foutre des limites pour te protéger. Je fais genre, lâche-moi la grappe. Et donc, du coup, j'ai un rapport à la limite en général, dans la limite, c'est ok, c'est là la limite? Très bien. Bah, je vais faire les 2 pas après pour bien vous montrer que je vous emmerde. Ouais. Ok. Donc, j'ai ce rapport très rebelle à la limite. Ouais. Pas mal. Et en général, si tu veux me dire fais ça, ne me dis pas fais ça. Amène-moi à réfléchir les choses pour que je fasse ça. Mais si on me dit fais ça, en général, j'ai un peu ce tempérament d'ado rebelle de dire ok, je vais faire mon chemin à côté et je t'emmerde. Ouais. Moi, je ferai ce que je veux. Ouais. Il y a un petit côté comme ça. Ouais. J'ai trouvé que c'était compliqué pour moi. C'est-à-dire? Ben, tu venais chercher un truc en moi. Tu as vraiment rien fait de grave du tout, mais à plusieurs reprises, je t'ai posé des limites dans tout ce qui se passe avant le témoignage. Ouais, et c'était difficile pour moi aussi. Et à chaque fois, tout repassait. Et moi, en fait, on est tous les deux pareils, en fait. Je pense qu'on a tous les deux l'habitude de cadrer enfin, on a tous les deux, je pense, un enjeu avec les limites qu'on exprime et tout. Et moi, j'étais là, mais... En fait, je pense que c'est vachement lié à mon enfant intérieur. Enfin, je suis désolé d'être un peu perché et tout. Très bien. Non, mais c'est pas perché. Non, c'est pas du tout perché, excuse-moi. Mais en ce moment, je suis dans un processus de thérapie familiale. Trop bien. Donc, c'est vrai que je suis très connecté à ça. Et en fait, je n'arrive pas à faire respecter mes limites à ma propre famille. Ouais, ok. Et j'ai des preuves en thérapie familiale qu'en fait, je dis des choses et que elles sont pas respectées. Enfin, et pas respectées, j'entends... Dans ma famille, je vois ce que tu veux dire aussi. En fait, ouais, et dans pas respecter, j'entends... respecter, pour moi, c'est j'ai entendu ta limite, virgule, et je ne vais pas la respecter pour ces raisons-là. Enfin, donc, j'ai pas besoin... Tu vois ce que je veux dire? Je veux pas être un dictateur, mais j'ai dit un truc, au moins dis-moi non avant de me marcher dessus. Et j'ai vraiment l'impression que nos relations affectives, sexuelles, amoureuses, intimes, sont faits de la même terre. C'est des poteries de la même glaise, tu vois, du même argile. Parce qu'en fait... Probablement, parce que tu restes la même personne. Pour danser à deux... Moi, en fait, tout ça pour te dire comment Arthur fait couple. Comment il est dans son intime. Parce que si à chaque fois que l'autre lui dit stop, non, et qu'il fait les 2 pas en plus un peu en mode rebelle... Et donc, c'est la question que je vais te poser, et qui est vachement en plus mis en lumière par le fait que ton propre ex-mari, tu vois, est allé à l'encontre de tes limites d'une façon qui est choquante et inacceptable, tu vois. Mettre des vidéos de toi, enfin, prendre de l'argent et mettre des vidéos de toi avec ton visage sexuel sur l'Internet alors que tu n'es plus d'accord, c'est inacceptable. Et je crois même que c'est un crime en France, d'ailleurs. Possible. Alors, j'étais d'accord dans le sens où... Tu as déjà expliqué. Non, attends, ça fait plusieurs fois... pas au courant qu'il l'avait diffusé. Ça fait plusieurs fois que tu me fais ça, du coup, La fessée, dis-moi la limite. Une fois que je retire mon consentement, tout ce que j'ai dit avant n'invalide pas que j'ai retiré mon consentement. Donc, j'ai dit 3 fois oui, je dis maintenant non. Il n'y a que le non qui existe. On peut pas se dire « Oui, mais j'avais dit 3 fois oui avant. » Oui, tu avais dit oui, mais maintenant c'est non, tu vois. Donc, oui, mais c'est lui qui avait dit qu'il fermait le OnlyFans. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas moi qui lui ai demandé de le fermer. Ok. Mais je comprends, enfin, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Ok. En tout cas, si j'ai bien compris, il n'avait pas ton consentement, tu n'étais pas d'accord pour que ces vidéos soient là, encore, présentes. Bah, dans le sens où il me dit qu'il l'a fermé et que c'est terminé, oui. Ok. Oui, je comprends la nuance que tu apportes. Tu vois ce que je veux dire par rapport aux limites et à ton futur amoureux sexuel? Bah, c'est extrêmement intéressant. Je vois pas exactement là comment ça... Je sais pas exactement. Tu peux pas danser à 2 si l'autre est pas entendu. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que j'ai trouvé... et ça, c'est un truc que, malgré la façon dont s'est terminée la relation... que j'ai apprécié dans notre relation et que je garderai toute ma vie, c'est le fait de pouvoir être moins
bourrin dans la relation, moins commandant, parce que j'étais beaucoup plus comme ça du temps de ma première relation avec Louis, et d'être un petit peu plus wait and see, laisse les gens parler quand même, et plus être dans la communication que dans le je gueule, parce que moi j'ai été élevé en gueulant par des gens qui m'ont gueulé dessus, et voilà, aimant, hein, mais dès que ça monte dans les tours chez moi, on parle pas, on gueule. Bon. Et ce truc-là, je l'ai répliqué pendant des années. Avec Florian, il m'a dit immédiatement, genre non, c'est stop, si tu me parles comme ça, je me casse. Et comme je veux maintenir du lien, je veux quand même finir ma phrase. C'est ok, c'est difficile pour moi, mais je vais reformuler de façon calme et plus communication non violente, quoi. Alors qu'avant, c'était un peu coup de poing dans la gueule et après on discute. Et ce truc-là, je l'ai appris petit à petit. Ce que je trouve extrêmement intéressant dans mon métier aussi, d'être patient partenaire, et c'est que t'es pas guide dans le parcours de vie des gens, t'es à côté, t'es à leur service. C'est pas Yaka Faucon, moi j'ai fait ça, fais pareil, mais c'est de dire, ok, moi je vais vous raconter mon parcours de vie si vous le souhaitez, pour vous créer des possibles, mais ensuite l'idée c'est de réfléchir les solutions qui vont pouvoir vous convenir à vous. Et d'être plus constructif et au service de la personne, plus que de venir devant et de prendre le taureau par les cornes, quoi. Moi, je me suis dit, donc j'ai envie d'illustrer pour dire à quel point c'était absolument pas problématique les limites et tout, parce que sinon je trouve que ça crée un petit peu un suspense. En gros, dans le pré-entretien, la règle du jeu pour tout le monde, c'est que c'est volontairement à distance. Et l'enjeu, ça va pas être de se connecter l'un à l'autre, parce que moi, je sais que sinon, on va faire l'échange non enregistré, et que le jour où on enregistre, comme on sait déjà, toi et moi, enfin avec la personne qui veut témoigner, comme on sait déjà tout raconté, moi, j'ai pas la même curiosité et il y a pas le même élan. Okay. Donc je dis, et comme à toi et à tout le monde, du coup je vais te poser une série de questions et je vais t'inviter et je vais t'empêcher d'y répondre au bout d'un moment. J'ai besoin d'entendre 2-3 choses. Jure ça pour moi. En gros, l'idée c'est de te faire verbaliser des choses super intimes pour voir comment tu te sens dans ton corps, et aussi voir et tester ton élan d'en faire un discours public. Tu vois, pourquoi tu fais ça, tes motivations, etc. Moi, j'ai cet élan assez naturel. C'était difficile de résumer en deux mots. Non, je te demandais pas de résumer. Et en fait, tu m'as dit oui. Je t'avais dit, est-ce que tu es d'accord avec ces règles du jeu? Tu m'as dit oui. Et en fait, on a passé tout le pré-entretien à ce que je te dise, Arthur, stop. Et tu vois, j'arrivais pas à t'arrêter et je te disais, mais je te promets que ce que tu dis, c'est chouette et qu'on va enregistrer. Mais là, en fait, c'est pas le jeu du pré-entretien. Et moi, du coup, je me suis dit, c'est vraiment bête. Tu me permets d'être un peu bête? Bah oui. Je me suis dit, il y a des comptes qui se règlent là. J'incarne un truc et il est rebelle, non pas envers Guillaume, là, le Guillaume que j'ai, mais il est rebelle envers un truc. Est-ce que tu me suis un peu? En fait, pourquoi? D'où vient cette envie et ce besoin un peu aussi parfois de dire fuck? Ben, je te dis, je pense beaucoup dans mon éducation avec des parents assez normatifs. Aucun rapport avec le fait que je sois voyant? Non. Ah non. Pour moi, ça vient de ce côté normatif de j'aime pas qu'on me dise quoi faire comme ont fait mes parents. Et le deuxième truc de j'aime pas qu'on me dise quoi faire et qu'on me prenne comme un gamin, comme beaucoup de gens dans la rue qui disent « Oh mon Dieu, le pauvre, il est en danger, il traverse une rue !» Meuf, lâche-moi. Et donc, du coup, je pense que c'est ces trucs-là qui se réveillent pas mal. Il n'y a pas du tout de côté voyant ou non-voyant. D'autant que nous, on s'était jamais vus à l'époque. Et en plus, c'était par téléphone. Donc, tu n'avais pas plus de vision sur moi que moi sur toi. Donc, je pense pas. Non, je pense pas. Moi, j'ai l'intuition, et je te la partage comme ça, ça m'amuse, que là, il y a une clé de ouf. Parce qu'on est d'accord que là, nous, notre lien, il n'était pas du tout romantique, intime ou autre, mais je me suis vraiment dit ça. Je me suis dit, mais du coup, dans le futur des liens tissés, ouais, c'est ça. Est-ce que toi, tu te vois même... tu l'as dit tout à l'heure, tu l'as dit, ah ouais, quand quelqu'un pose une limite, j'aime aller chercher autour et tout. Tu te le vois le faire dans ta vie affective, sexuelle, amoureuse J'ai l'impression moins dans la vie affective, sexuelle. Ok.
Plus dans la vie de tous les jours. Ouais. Ça, c'est sûr. Après, la dimension amoureuse peut avoir, si t'es en couple, un côté la vie de tous les jours. Donc quand on se balade sur un trottoir et que tu me dis fais attention à ça et que moi je fais exprès d'aller sur la route pour pas aller là où tu m'as dit d'aller et faire le grand, quoi, ça pourrait tout à fait être avec la personne du couple. Ouais. Mais c'est sûr que je pense que j'ai plus de doigté en couple, un peu plus de légèreté, parce qu'il y a cet enjeu pour moi de si je vais trop loin, il n'y aura plus de lien. Ouais. Si je vais trop loin, il va juste me larguer comme une daube. Et je serai tout seul. Et là, j'aurai plus que mes yeux pour pleurer comme en 2018. Ouais, c'est ça. C'est cette peur d'être seul qui te fait... Je pense. Moi, j'aurais tellement aimé que tu m'expliques pourquoi la règle ne convenait pas. Parce qu'en fait, il s'avère que c'est mon métier et que je te propose... Tu vois, on co-crée un truc ensemble. Mais qu'en fait, moi, j'adore les changements. Donc en fait, quelqu'un qui me dit, écoute, c'est pas possible pour moi pour cette raison-là. En fait, ce que je trouvais moi très difficile, c'est que moi, j'en ai rien à foutre de te dire, attention, tu vas tomber. Mm-hmm. Une fois que tu me l'as communiqué que tu veux pas, je le fais. Mais c'est en fait de pas comprendre ce qui se joue. Donc moi, je suis mais mec, je t'ai dit non. Et en fait, tu continues. Tu parles du pré-entretien, là. Ouais. Ok, d'accord. Et du coup, moi, je pense que tu donnerais de ouf plein de clés à toi et à l'autre si tu disais... Tu viens de... Mais ça s'entend pas, je t'ai dit. Tu viens de taper ton... Voilà, j'ai bien tapé dedans quand même. Hein. Non, ça s'entend pas, je pense. Ouais, le moment où tu expliques pourquoi la limite te convient pas. Parce que du coup, moi, c'est ce que je ressens depuis le début de cet échange. De quoi ? Je sens que t'as une forte personnalité. Ouais. Et que tant que t'auras pas enlevé tes lunettes, tu seras pas vraiment vulnérable. Attends, je les retire. Si tu veux, je me mets à poil, je m'en fous. Non. Mais toi, t'as l'impression d'être vulnérable, là ? Non. Ouais. On est d'accord. Non, ça va. Parce que si tu l'étais, tu ressentirais quoi ? Je serais... quand je suis vulnérable, je me sens mal à l'aise, j'ai moins de trucs à dire, j'ai moins de bagou et de dire des conneries et d'avoir de la répartie, un truc comme ça. Je me ferme comme une huître. Moi, c'est ce que j'appelle le mode pâquerette, et je peux très souvent revenir dans ce mode pâquerette que j'avais quand j'étais plus petit, où moins affirmé de moi-même, etc. Où j'ai l'impression d'être un tout petit truc et d'être spectateur de plein de choses et de beaucoup plus me faire passer dessus par plein de choses. Ok. T'as l'impression que si t'as pas de bagou, tu te fais écraser et que t'es pas apprécié. C'est pas forcément lié au bagou, mais en tout cas, c'est quand je suis pas à l'aise, quand j'ai pas confiance. Mais la vulnérabilité, on peut être très vulnérable et avoir une forme de confiance. Moi, quand on vient parler de vulnérabilité, par exemple, quand je viens expliquer la rupture du couple ou ma situation de vie, il y a plein de trucs dont je peux parler et être vulnérable en face des gens, tout en étant très en confiance et à l'aise. Mais la situation de pâquerette dont je te parle, c'est quand je suis, par exemple, avec des gens où je sens qu'ils essayent de me passer par au-dessus, qu'ils essayent d'être... mon ancien boss avait ce côté-là, un peu manipulateur, pervers narcissique, qui soufflait le chaud, le froid. J'étais toujours déstabilisé par ce qu'il disait. Et je n'arrivais pas à être la moitié de moi-même dans les choses que je pense, les choses que je dis, etc. Parce que ça me coupait complètement, ça me tétanisait. J'ai parfois ce côté très... je suis une petite pâquerette, je bouge plus et je me fais juste écraser par les grands trucs au-dessus. Ouais. Mais je sens ça et je pense que c'est mon biais à moi. C'est-à-dire, en fait, c'est faux, je te trouve vachement vulnérable. Enfin, depuis le début, tu racontes à cœur ouvert, non, je te sens vachement disponible et tout. Mais tu as une puissance en toi avec laquelle, et je le dis pour que la suite de l'entretien, je m'en libère, mais j'ai comme du mal à gérer cette puissance. Enfin, j'ai du mal à m'y connecter. Parce qu'en fait, tu dis des choses très puissantes, tu dis des choses très vulnérables, mais avec une assurance, avec une fermeté qui me déconnecte de l'émotion. Ok. Mais c'est vraiment du Guillaume, c'est moi le problème. C'est pas du tout... t'as une façon de dire des choses tristes avec parfois, ce côté un peu... Je peux balancer des gros trucs. Ouais, c'est ça. Et arriver à en être détaché. Mais c'est des choses sur lesquelles j'arrive à faire, tu vois, d'être un peu plus apaisé par rapport à ça. Même si ça fait que 1 mois qu'on s'est séparés et qu'il me dégoûte, ok. Je sais que c'est terminé, que j'y retournerai pas parce qu'il ne me fera pas le coup 2 fois. Ouais. Et voilà, maintenant on avance et
et donc de pas être forcément dans cette comment dire dans le pathos, tu vois, du truc. Mais il y a peut-être une forme de binarité, dis-moi si ça te parle. Peut-être que ton cerveau te dit soit t'es pâquerette écrasé par l'autre complètement hagard, soit t'es ce gars puissant, bagou, bourrin. T'es d'accord ou pas? Et qu'en fait, il existe plein d'au milieu, plein de choses au milieu. T'es d'accord de cette binarité que je ressens? Oui, je vois cette binarité et je peux même, tu vois, certains moments quand j'étais plus down psychologiquement, je me posais la question de bipolarité. Et j'en ai parlé à des gens qui sont concernés ou des parents de gens concernés qui m'ont dit je te vois pas du tout comme une personne bipolaire, mais je vois que je peux avoir des gros downs et être beaucoup moins en confiance, etc. Et à côté de ça, le revers de la médaille, être beaucoup plus shiny, affirmé, puissant, bagou. Et je pense que je suis plein de trucs au milieu de tout ça. Ouais. Oui, et là, le jeu du podcast public, tu fais appel à ton bagou et à ta puissance parce que tu as envie d'incarner quelque chose de joyeux, d'heureux, de puissant. Oui. Et je suis en plus dans une période plutôt heureuse, joyeuse et puissante, malgré ce qui se passe. Okay. Mais j'ai été assez rassuré depuis que je suis rentré chez moi à Lille, de me dire, putain, j'ai repris possession de mon appart, j'ai réorganisé des trucs, j'y suis bien. Si j'ai un problème, je sais que je peux compter sur l'intelligence artificielle, un bénévole que tu peux appeler et qui prend possession de ta caméra et tu vas lui demander un truc. Je peux demander à des voisins et en fait, je suis pas si en insécurité que ça. Mm-hmm. Et j'ai été content, fier de constater ça de moi, de me dire, en fait, c'était beaucoup de choses que je faisais en anticipation de rentrer sur l'île, de peur de me retrouver dans mes pompes de 2018. Mais 2018, c'était 2018. Et aujourd'hui, je touche du bois pour que ça reste comme ça, mais je me sens plus apaisé par rapport à ça. Ce qui me revient souvent en tête, c'est pas la peur d'être seul, c'est mais quel connard. Putain, mais quel connard. Ouais. Voilà, en repensant à lui, en me disant, mais j'ai vraiment un goût amer de tout ce qui s'est passé. Mais j'ai pas la peur en me réveillant d'être seul ou de me dire, putain, mais quelle vie, je vais dans quoi, je sais pas où je vais, je suis qui au milieu de tout ça. Franchement, ça, j'ai constaté la différence et je suis hyper heureux de ça. Mais c'est trop chouette. Ça n'est que le début, donc j'espère que, et je sais qu'il y a des hauts débats dans tout ça, mais j'espère que je pourrai conserver ce truc-là. Et de me dire, c'est pas parce que je suis pas en couple que je n'existe pas. Ça me rappelle ce terme d'existence, un truc qui m'a fait lâcher une jolie larme d'émotion quand on était sur les chevaux dans le Colorado en train de se marier. C'est ma sœur qui nous mariait. Et ma sœur a cité un moment Victor Hugo de dire aimer ou le mariage, c'est exister pour quelqu'un. Et là, tu vois, rien que t'en parlant, j'ai la peau de poulet, là, dont tu parlais tout à l'heure, dans le cou qui revient. Ce truc-là vient jouer quelque chose chez moi. Je sais pas quoi. J'ai fait des années de psychanalyse, 6 ans ou 7 ans, je crois. Elle est horrible, cette phrase, non? De quoi? Elle est belle ou elle est horrible, cette phrase, pour toi? Se marier, c'est le truc de Victor Hugo. Là, aimer, c'est exister pour quelqu'un, je sais pas quoi. Ah, aimer, c'est exister. Aimer ou se marier, je ne sais plus ce que c'était. Je redemanderai à ma sœur. Ou tu le mettras en commentaire du podcast. Mais dans le descriptif, tu veux. Dans le descriptif, pardon. Oui. Aimer, bien sûr. Bien sûr. Aimer, moi, en tout cas, ça me parle. Se marier, ça me parle un peu moins. Mais aimer, bien sûr. Aimer, c'est se lier, mais on peut aimer de plein de manières différentes. Et puis, on peut exister pour les gens de plein de manières différentes. Mais. Et t'as l'impression que t'es aimable? Ouais. Moi, je pense oui. Super. Et il y a assez de gens qui t'aiment? Trop de gens qui t'aiment. Il y a assez de gens qui m'aiment. On a eu 2 secondes de... Ouais. Je pense. Quoi, tu veux qu'on fasse de la chanson après? Non. Je pense que oui, il y a des gens... Tu te sens bien entouré avec... Ouais. Pour moi, le déclic post... donc moi, j'ai eu une rupture en septembre. Ok. Et c'est un renouveau pour moi. C'est-à-dire, c'est vraiment la première fois... je repense quand même à ma précédente relation. Il me manque. Il y a 1 an et demi. En fait, c'était vraiment une douceur, une intelligence. C'est pas le bon match. Il n'y a pas de doute là-dessus. Nos chemins se sont séparés. Mais ouais, je trouve que c'est dur. J'ai pas de nouvelles de lui. Je sens que faut pas trop que j'en prenne. Et
Ah oui, donc il y a un petit truc qui ça me rend reste triste. du coup. En fait, j'ai fait du nettoyage et tout, et dans un placard, j'ai retrouvé des affaires à lui. J'étais là, putain, qu'est-ce que j'en fais? Je vais pas les jeter et tout. Ça m'a un peu remis ça là-dedans. Mais sinon, c'est un vrai tournant parce que, en fait, j'ai saucissonné l'amour. Mais ça, j'ai déjà dit sur le podcast. J'ai saucissonné la relation amoureuse et mes attentes pour qu'en fait, chaque petit bout de toutes ces attentes soit soigné, soit pris en charge par des différents aspects de ma vie, quoi, ouais. Donc, notamment des amis queer, des amis gays, des hommes gays, des petits choux avec qui, en fait, je me sens vraiment une sorte de famille choisie avec qui essentiel. À mes amants réguliers, donc de la sexualité, de l'affection, de l'amitié à différents degrés, tu vois. Je chante dans une chorale. Ah, trop bien. Bien, c'est pour ça que genre il y a trop de gens qui t'aiment, c'est quand tu veux. Pas là tout de suite au micro, mais un peu plus tard. Tu vois, ces liens faibles, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça en sociologie, donc des gens que je trouve trop choux, avec qui j'ai la joie de les revoir, mais on n'est pas meilleurs potes. Est-ce que toi aussi, de quoi je te disais, est-ce qu'il y a assez de gens qui t'aiment, ou est-ce que tu as l'impression que, justement, tu as ces différentes sources d'existence, comme Victor Hugo dit, quoi? Je pense que oui. Après, je pense que ça peut être encore amélioré parce que le côté famille choisie, un peu plus communautaire, moi, c'est quelque chose qui m'intéresserait énormément d'agréger autour de moi. Ok. D'avoir ce côté bande de potes où on peut compter plus facilement les uns sur les autres, etc. Là, ce que moi je constate, c'est que j'ai plutôt des groupes de potes un peu écartés les uns des autres. Ok. Et ce côté soudé, proches les uns des autres. Alors, je le recrée récemment avec mon équipe de sport, qui est un sport qui joue à l'aveugle, qui s'appelle du goalball, que tu as peut-être vu pendant les Paralympiques. Et, non, c'est quoi en gros? Tu joues 3 contre 3 complètement à l'aveugle avec un masque et ballon sonore, et t'as un terrain énorme à défendre, un but énorme à défendre qui fait 9 mètres de large par 1,50 m de haut. Okay. Et en fait, tu arrêtes les ballons en te jetant au sol, et après tu te relèves et tu retires la balle sur tes adversaires en face, tout en devant te déplacer à moitié en courant ou en marchant à l'aveugle sur le terrain. Et là, tu sens qu'il y a quelque chose qui se crée, mais c'est pas gay, c'est pas queer. Non, c'est pas queer. Toi, tu sais pourquoi donc je comprends, t'as pas trop de potes gays ou queer. Si, j'en ai, mais qui sont pas forcément fédérés entre eux. Ouais. Et ce que j'avais apprécié à l'époque, la personne qui nous a fait rencontrer avec mon ex-mari, donc cette personne s'appelle Arnaud, et il m'avait fait connaître, alors pas que des personnes gays, mais il m'avait fait connaître son espèce de chosen family autour de lui, de son groupe de potes, à organiser des soirées chez lui, des soirées entre mecs. Et j'avais beaucoup apprécié ce moment-là. Maintenant, d'autres trucs dans notre relationnel m'a moins plu et j'ai pris mes distances. Mais sur cet aspect-là, ça m'a coûté parce que j'avais l'impression de me séparer d'une partie de une famille, un petit village, ou des gens chez qui tu sais que la porte elle est ouverte au coin de la rue, en bas de chez toi. C'est précieux, en fait, ça pour moi. Je pense que ça fait écho à mes besoins de pas être seul. On va dire, même s'il y a une personne qui passe chez moi, mais je sais que j'ai une famille. Moi, le terme famille, il est hyper important chez moi. Et j'ai une famille sur qui je peux compter. Et qui peuvent possiblement compter sur moi en échange, quoi. T'as des idées de comment la constituer? Pas du tout. Ce que je sais, c'est que j'arrive très facilement à agréger du lien autour de moi, et mais de là à faire des liens parallèles entre des gens, et enfin, je sais pas. Non, je saurais pas trop comment le prendre. Pour moi, pour mon chemin de salope, ma famille choisie est essentielle. D'accord, ok. Parce que pour moi, c'est un endroit, donc je pense à 1, 2, 3, on est 4. Et on est aligné sur l'épanouissement intime, sur nos enjeux, nos envies. Enfin, en fait, on est aligné. Donc concrètement, c'est un espace où je peux dire mes peurs,
par rapport à... Donc, on a des sexualités multiples, c'est-à-dire on a différents types de sexualité, plus ou moins vanille, plus ou moins pénétrative. Enfin, on est vraiment très large sur le champ des possibles. Quand tu dis « on », c'est que vous... Tous les quatre. Entre vous ou non. À l'extérieur Non, il n'y a pas de sexualité entre nous, ouais. D'accord. C'est pas comme dans le Nord, on fait pas la sexualité en famille, c'est pour ça. Ok. Je te laisse. Tu es du Nord ? Oui. Tout à fait. Ça fait 12 ans que j'y habite, je suis pas natif, mais on en rigole souvent là-bas. D'accord. C'est ça que je dis ça. C'est sans penser un mal, bien sûr. J'entends toujours ce préjugé sur les gens du Nord et il me lasse un peu, quoi. Il y a personne qui est lassé par cette idée que les gens du Nord baisent entre eux en famille. Incestuel. Heureusement, on a vu que l'inceste arrive dans toutes les strates de la société et dans tous les pays. C'est pas une blague de Parisien qui prend de haut les gens du Nord. Ça fait rire les gens du Nord entre eux. Ils se font des blagues genre ah ouais, on baise entre familles dans notre propre famille. Moi, c'est comme ça que j'ai appris ces vannes-là ou trucs comme ça, tu vois. En fait, je connais pas de blagues que les Parisiens entre eux, de blagues péjoratives que les Parisiens entre eux se partagent. C'est pour ça que je suis suspicieux. C'est que, mais peut-être que, voilà, écoute, Et c'est eux les premiers, et pour les connaître depuis maintenant 12 ans, je vibre beaucoup plus avec les gens à Lille que les gens à Paris. Les gens sont moins pressés, ils ont plus d'ouverture, de discussion les uns avec les autres. Quand je suis arrivé là-bas il y a une douzaine d'années, t'es dans la queue en train d'attendre une bière au comptoir et t'as un mec qui commence à te parler. Au début, j'étais là, mais complètement bourré, le mec. Ah non, putain, il me parle à moi. Ah ouais, ok. Et donc, on a fini par discuter et faire des compètes de boissons de bière sur le comptoir à l'époque. Qui n'arrive pas toujours chez les Parisiens. Mais pas du tout. Chez les Parisiens, tu vis chacun dans ta bulle. Tous les quatre, on n'a pas de sexualité entre nous, mais c'est transformateur pour moi parce que je peux y raconter mes enjeux, mes problèmes, mes peurs d'une façon ultra vulnérable. Il y a vraiment un enjeu quand même de s'ouvrir. Et en fait, même pour moi, je dis même pour moi parce qu'on pourrait se dire il a un podcast donc c'est dans son sang. Parfois ouais, j'avais envie de leur envoyer un message avec des galères et tout, mais j'osais pas tout à fait. Je me suis construit très seul dans mon identité gay, queer, dans ma sexualité gay. Je me suis très très seul et j'ai l'habitude de toujours exiger de moi d'avoir déjà la solution avant de demander de l'aide. Complètement fucked up. Et c'est vraiment avec eux que pour la première fois, j'ai pu partager des peurs toutes bêtes, ou bien des trucs où c'était emmêlé dans mon cerveau. Et du coup, je trouvais que le vocal que je leur faisais, il n'était pas très éloquent. Mais tu vois, j'ai cette petite voix intérieure. Et c'est pas grave, ouais. Et en fait, le fait d'être entre hommes gays qui valorisent le sexe comme un des éléments de nos vies. On a aussi des vies professionnelles, amicales, artistiques et autres, mais que c'est un endroit. Et puis, et c'est aussi un endroit où on partage, au-delà du sexe, au-delà du sujet sexuel, des moments chouettes. On se fait kiffer à plein d'endroits de bouffe et de machin, quoi. Ça a transformé ma vie et je comprends mieux pourquoi, avant, j'avais peur d'être seul. Et je voulais être en couple parce qu'on m'avait donné l'image que c'est dans le couple et dans le foyer, entre guillemets, la norme hétéro, que tu pourras trouver tout ça. Tu crées du lien, de ce lien-là. Exactement. Et en fait, non. En fait, ça peut, hein. Je pense que la seule limite que je mets à tout ce qu'on vient de se dire, c'est si tu as envie d'enfant. Moi, je sais que j'ai pas envie d'enfant. Moi non plus. Ok, parce que je te disais, je sais plus dans cet épisode ou le précédent, je te disais, mais tu pourrais être célibataire quelques années, ça pourrait te faire trop du bien, je projetais sur toi. Mais c'est vrai que sauf si tu veux des enfants, ou c'est vrai que des chiens, oui, des enfants, non. Je suis très content de gagater avec les gamins des autres, de ma sœur, de mon frère et compagnie, mais non. non. Pour moi, comment devenir une bonne salope, ça va être l'épisode prochain. Ok. Et mes potes gays, alignés avec moi sur ce que ça veut dire salope. Donc salope dans le sens on retourne, on se réapproprie l'insulte pour parler de personne libre et heureuse d'avoir leur sexualité, qui kiffe sa sexualité avec les facettes qu'ils souhaitent. Ça a transformé ma vie. Je pense que sans eux, je serais pas à cet endroit-là. Et quelque part, le podcast est aussi une forme de famille choisie. Le podcast, dans ma capacité à me connecter à chacun de ces témoignages, ça me transforme. Parce que ça vient valoriser, faire entendre plein de façons d'être une salope. Mais est-ce que les gens du podcast, tu gardes un lien avec, parce que tu parlais de famille choisie, en général, j'imagine que ces 4 potes-là
vous voyez régulièrement. Est-ce que c'est le cas dans le podcast, ou ça va être plus du one-shot, on livre une histoire, mais... Non, t'as raison, ça va vraiment dépendre. Okay. Après, ça dépend aussi où les gens habitent. Okay. Mais t'as raison que famille choisie, du coup, c'est pas le bon terme, mais c'est plus cadre de confiance. C'est vraiment comme une sphère. Moi, j'imagine le podcast et la communauté des auditeurs et les témoignages. On est vraiment dans notre univers safe. De dire tout ce qu'on a envie de dire sans sentir de jugement, et d'avoir ce côté salope épanoui. Ouais. Et c'est pour ça que c'est pour ça que c'est un vrai enjeu pour moi et un vrai défi d'arriver à accepter que des gens aient des paroles qui ne me vont pas. C'est-à-dire c'est la blague des gens du Nord de tout à l'heure. Très clairement, ça en fait partie. C'est-à-dire, c'est toujours compliqué parce que j'ai une sorte de responsabilité de podcasteur où, tu vois, je dois me positionner parce que c'est moi qui choisis. Donc, par exemple, en ce moment, le monde se fait retourner par un mouvement anti-trans. Tous les pays, plein de personnages publics et politiques prennent position contre les personnes trans. Et moi, c'est une évidence que les personnes trans, les hommes trans et gays existent, et qu'en fait, j'ai des auditeurs qui vont pas être contents ou qui sont transphobes, mais je fais des épisodes avec des hommes gays et trans, et il n'y a pas de sujet pour moi. Ça, c'est un premier exemple. C'est partie de cette mosaïque. Exact. Ouais. Si quelqu'un, lors d'un live ou lors d'un témoignage, dit quelque chose de transphobe, c'est obligatoire pour moi d'intervenir et de mettre une casquette. Et c'est ce moment-là où, soudainement, on n'est plus dans un cadre aussi sécure. Pour moi, j'ai plus de mal à me dévoiler, j'ai plus de mal à... Ah ouais. Voilà. C'est là que tu fais la pâquerette. Non, c'est là où... Non. Mais c'est marrant parce que ton opposition entre soit je brille avec un bagou de ouf, soit je suis une pâquerette écrasée au sol, pour moi, elle est vachement parlante parce que je suis au milieu toujours. Ok. Je pense que j'ai aussi parfois, je vais à gauche et à droite, non, quand même j'exagère. Tu dois être shiny aussi. Bien sûr, et j'ai de la binarité, mais non, il s'agit pas de s'écraser, il s'agit d'y réfléchir toujours, de me dire, ok, qu'est-ce que je fais, comment je dois faire. Et moi j'ai la chance que sur le podcast, une fois que j'ai enregistré, je peux interjecter, tu vois, je peux rajouter un petit message vocal pour dire, ah là en fait, c'est pas ok avec moi, et je le signifie, quoi. Voilà. Tu vas le faire avec notre épisode ? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout parce que j'ai exprimé moi ce que je pensais. En revanche, je pense là à un épisode où je vais devoir le faire. Okay. Un épisode en live où en fait quelqu'un a dit quelque chose qui pour moi est profondément discriminant pour une partie de la population. Et en fait, je trouve ça inacceptable, même si cette personne pensera que je suis un horrible woke. Pour moi, c'est pas acceptable. Et ce faisant, en fait... en fait, tu construis ta famille choisie et tu lances. Enfin, mais c'est sûr que il y a certaines personnes qui vont pas venir sur le podcast parce qu'ils vont se dire, je pense pas comme Guillaume. Et ça reboucle avec notre sujet. Je trouve que j'ai grandi dans une société qui m'a dit, mets tout sur l'amour avec une personne. Ah, au fait, faut que ça soit une femme. Donc déjà, j'ai mis tout un temps à ce que ça soit ok que ça soit un homme, mais j'étais encore vachement dans mets tout. Le mariage avec un homme. Et là, aujourd'hui, je me rends vraiment compte que je suis dans un nouveau moment de ma vie où je me dis, mais non, mets tes œufs dans plein de paniers, et notamment, qui fait partie de cette famille choisie et comment tu les choisis. Et donc, tout ce petit blabla là sur le podcast et tout, en fait, est très vrai dans ma vie. Mais c'est marrant parce que moi ça me fait penser à un autre une autre citation, mais qui est dérivée de mets pas tes œufs dans le même panier. Moi une fois j'ai fait un lapsus chez la psy en disant faut pas mettre ses yeux dans le même panier. Et je pense que c'est très très vrai aussi pour l'autonomie. Si tu mises tout sur une personne, pour une raison X ou Y, elle va mourir ou se séparer de toi, voilà, et là t'es vraiment dans la merde. Alors qu'en fait, pour ta tranquillité d'esprit, et même la tranquillité d'esprit de l'autre personne, divise tout ça. Divise les besoins que tu as, soit en matière d'autonomie, soit en matière d'amour. Et comme tu le dis, avec ta famille choisie, tu peux évoquer des sujets que finalement, avec un amant,
d'un soir ou de plus longtemps, t'as pas besoin d'évoquer ces sujets puisque tu les as déjà posés auprès d'autres personnes. Donc ton équilibre, il est respecté et c'est peut-être même mieux pour l'autre en face parce qu'il ne doit pas répondre à ses injonctions et à tes besoins. Complètement. Il n'est que lui-même et tu peux l'aimer parce qu'il est lui-même et que tu combles d'autres besoins ailleurs. C'est ça qui est, je trouve, intéressant. Et que ce soit pour l'autonomie ou pour la vie amoureuse et sexuelle, c'est l'idée que j'ai aujourd'hui en tête de me dire si je dois me remettre en couple, je me remettrai en couple avec plaisir parce que j'ai trouvé une personne avec qui ça fit. Mais pourquoi pas être moi et pouvoir aller à une relation d'un soir, à un amant régulier, à peut-être un bout de relation mais où on n'est pas forcément exclusif, où on pourra l'être et puis plus après parce qu'on se terminer. Et de me dire, voilà, c'est pas grave. Si j'ai quelque chose en plus amoureux dans ma vie, c'est tant mieux. Mais je n'ai pas besoin de ça pour marcher droit, quoi, en gros. Tu te vois aimer plusieurs personnes un petit peu ? Je l'ai réfléchi justement au moment où je me rapprochais de plus en plus de cette couple libre avec mon ex et de me dire bah ouais possiblement ça pourrait le faire parce que des mecs sur lesquels j'ai croché, je me disais putain mais en fait je suis en train de quoi, c'est un peu tomber amoureux ou pas et en fait comment ça ferait dans la vie de tous les jours. J'imagine que ça pourrait être intéressant, intellectuellement parlant, mais il faut le tester parce que entre ce que tu penses et ce que tu vis, c'est un peu différent. Mais j'aimerais bien, ouais, expérimenter, du moins plutôt que de me dire c'est pas pour moi ou c'est pour moi, mais expérimenter le truc et puis je verrai bien en fait. T'as déjà fait l'amour avec quelqu'un que tu ne connaissais pas et que tu n'as jamais revu ? Mais tu vois, t'as pas fait du sexe, t'as senti qu'il y avait un petit supplément d'âme ? Un petit truc qui venait te chercher au fond des tripes que tu pourrais nommer bout d'amour. Oui. Pour l'instant, oui, parce qu'il y a un gars avec qui j'ai couché. Et pour l'instant, on continue à se parler, etc. Mais on ne s'est pas revus. Parce que du coup, moi, c'est mon intuition. Mon intuition, c'est que j'ai grandi avec une idée de ce que c'est l'amour, mais l'amour, c'est un concept culturel, c'est-à-dire on a mis amour dans le dictionnaire et on l'a décrit d'une façon qui est en fait juste culturellement créée, quoi. Et donc moi, je crois que l'amour ne se vit que dans un couple ouvert ou pas, que voilà, l'amour, le vrai, c'est quelque chose qui se construit sur le long terme, blablabla. Et en fait, moi, je me rends compte que j'ai des expériences d'amour et des bouts d'amour. C'est sûr que si c'est quelqu'un que je connais pas, c'est pas du tout la même intensité, c'est pas la même chose, hein, je confonds pas tout, mais c'est comme si je découvrais qu'il y avait un nuancier d'amour et qu'en fait, je pouvais me nourrir d'amour tout en étant célibataire. Ça, c'est nouveau pour moi. Ce qui est difficile, c'est de se dire, mais ce truc-là que j'ai eu, pourquoi est-ce que je devrais l'avoir qu'une seule fois ? Pour moi, en tout cas. Pourquoi est-ce que je devrais l'avoir qu'une seule fois ? Pourquoi est-ce que je pourrais pas en reprofiter plus vite ? Et donc, du coup, possiblement se revoir et peut-être, en fait, se remettre en couple ou truc comme ça, tu vois. Mais au fond, t'as raison, tu peux te voir ou te revoir, mais sans nécessairement te mettre en couple. Et quand tu te vois, t'es content. Mais sans forcément espérer plus. Et juste te dire, bah, avec ce mec-là, ça marche. C'est cool. Mais j'en ferai pas un compagnon de vie. Parce que j'en ai d'autres, des compagnons de vie. Mais avec ce mec-là, ça marche. Mais parce que t'as le droit d'espérer plus sans en faire un couple. En fait, moi, j'ai l'impression qu'on gagne de ouf à avoir envie de se connecter réellement aux gens, à profiter sur le chemin, à être disponible, le cœur ouvert. Et en fait... Voilà, les semaines passent, on a envie de se voir, on se voit, mais on n'a pas besoin de dire est-ce qu'on est en couple ou pas. Enfin, je te parle de ma conception que je suis en train de développer. En fait, j'ai l'impression que se mettre en couple, dans ta phrase que tu viens de finir là, je sens comme une prison, comme un accord, Et c'est très bien, hein, je trouve ça très chouette, mais... Prison, c'est-à-dire ? Ben, moi, c'est ce que je ressens, c'est genre, mais attends, mais vivons ce qu'on a à vivre sans avoir à faire couple. Ah oui, d'accord, ok. Et quelque part, pour moi... donc je vais parler de moi, mais je trouve que ça peut résonner avec ton histoire, c'est qu'en fait, je venais charger dans ce lien amoureux ou affectif. J'avais une charge mentale que je voulais que l'autre prenne. L'autre devait remplir certains rôles. Toi, tu as parlé de la partie aidante.
Moi, j'avais besoin, je pense que j'avais peur d'être seul, j'avais plein de choses sur lesquelles j'avais besoin d'aide. Mais toi et moi, on venait vers les gens en disant, je kiffe bien ce qui se passe et j'aimerais qu'on définisse un petit cadre qui s'appellera couple dans lequel, au fait, tu vas devoir rendre des comptes. J'ai besoin de toi d'une manière. Et ça, c'est génial et c'est merveilleux d'avoir besoin des uns des autres, c'est pas du tout un sujet. Mais j'ai vraiment l'intuition que le moment où le couple advient, alors même que je l'ai jamais dit, c'est juste, on s'est retrouvés petit à petit à juste tellement kiffer les moments ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Que j'ai pas eu besoin de me dire on est en couple ou on n'est pas en couple. Ah oui, donc il est venu naturellement, tu veux dire. Et ça veut dire qu'en fait, la personne ne sera plus jamais ton aidant. C'est-à-dire? Moi, par exemple, avant, j'avais des angoisses le dimanche soir et j'étais là. Non, mais là, dans mon projet de ce gars que je kiffe bien, de se faire couple, c'est que le dimanche soir, je vais l'appeler. L'autre devient une ressource. À nouveau, j'essaye de partager un point de vue, donc je le rends très binaire. C'est génial d'avoir besoin de quelqu'un d'autre et que le dimanche soir, de demander de l'aide. Je dis pas du tout qu'il faut qu'on soit des robots. Mais sauf que j'avais déjà un petit plan. Et quand je dis je veux plus que l'autre soit mon aidant, c'est que je dis non mais Guillaume, il se passe quoi le dimanche soir en fait? Toi avec toi-même, qu'est-ce qui se passe mon petit chat? Pourquoi t'es si inquiet? Vas-y, on prend soin de ça, mais c'est pas l'autre qui va prendre soin de moi. C'est genre qu'est-ce qui se passe et on va apprendre à vivre le dimanche soir solo. Et du coup, C'est-à-dire qu'il faut avancer dans le truc qui te fait peur et t'apaiser, et ce qui est en général antinaturel. On est d'accord. Et donc, quand je trouve un petit gars trop chou et j'ai envie d'être avec lui, je me dis, non, c'est pas lui que j'appelle le dimanche soir. Okay. Lui, je l'appelle pour qu'on passe des beaux moments, je l'écoute dans ses envies, dans ses désirs, je m'écoute dans mes envies, dans mes désirs. Mais avant, à chaque fois, je les appelais le dimanche soir. Okay. Et en fait, tous mes ex me disaient Mimo, mais c'est ultra lourd. Parce que moi, je fais genre, non, mais pas de problème. Ah, t'es pas dispo, pas de problème. Mais eux, ils comprennent. Tout le monde comprend très bien l'interaction et la charge déséquilibre. Tu penses quoi de ce blabla? Je pense que c'était très intéressant parce que ça... Alors moi, ça résonne en moi sur d'autres insécurités, besoin de l'autre, etc. Mais c'est ce qui permet, comme je te disais tout à l'heure, de pouvoir, toi, te rassurer sur des choses qui te font peur, donc avancer. Parce que si tu mets juste un pansement au-dessus, ça règle pas le problème de fond. Quelque part, le mec en question était une forme de pansement. Donc tu t'attaques pas au truc en profondeur. Et par ailleurs, tu ne mets pas cette charge mentale, physique ou quoi que ce soit sur l'autre. C'est ce que tu as dit. Donc, dans l'idéal, c'est trop bien. Maintenant, c'est sûr que vite, le réflexe, ça va être de « je suis pas bien » ou « j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça », donc je vais aller chercher l'autre. Et en général, l'autre, c'est quand t'es en couple, la première personne à côté de toi, c'est ton conjoint. Sauf que, toi et moi, on aura de la petite famille choisie autour de nous. Donc, du coup, en fait, c'est le pote que j'appelle maintenant. Alors, c'est justement ce que j'allais te demander, parce que tu peux effectivement être tout seul chez toi en mode apaisé et dire, en fait, on peut passer un dimanche soir seul, bien, avec soi-même, mais tu peux aussi t'adresser à d'autres personnes. Est-ce que c'est ce que tu fais? J'ai l'impression que dans ce que tu dis, oui. Ouais. Ok. Ouais, en fait, j'ai vraiment presque plus... c'est pas vrai. J'ai encore ces mêmes problèmes. Je les gère toujours aussi mal. Ok. À coup de Kinder Bueno en ce moment. Okay. Mais en vrai, il y a quand même... je sens énormément de changements. Et en effet, je suis aujourd'hui vachement capable... mais ça a été un apprentissage. Hein. Bien sûr. Et assez récent. D'envoyer des vocaux sur notre groupe de PD choisis, là, de mes potes gays. Et de dire, putain, je galère, là. Où je suis triste, j'ai reçu une menace de mort là sur les réseaux sociaux. Okay. Franchement, ça m'a miné. J'étais là, non mais c'est pas possible en fait. Et donc ouais, mais ça a été un putain d'apprentissage, ouais. Et complètement la famille choisie. Aujourd'hui, j'ai plus du tout les mêmes attentes avec mes liens amoureux. Et je pose des limites et on me pose des limites que j'arrive beaucoup mieux à respecter du coup. Et j'arrive même à respecter mes propres limites. Pas mal. Parce qu'au fond, quand tu appelles à l'aide quelqu'un, mais que c'est ta béquille, c'est-à-dire, c'est pas genre, petit coup au moral, tu viens, ça c'est génial, mais c'est, putain, chaque dimanche soir, t'as intérêt à être dispo, parce que moi j'ai des angoisses et je sais pas les gérer. Tu vois la diff? C'est pas la béquille, c'est la perfusion, quoi. Voilà.
Et c'est d'ailleurs, tu vois, ça me refait penser à des liens avec la question du handicap. On peut faire le distinguo entre ce qui est de l'ordre de la dépendance et ce qui est de l'ordre de la gestion de ton autonomie. La dépendance ou l'indépendance, c'est que tu as besoin de personne ou tu as besoin impérativement d'une personne. L'un où toi, quelque part, tu deviens plus autonome dans la gestion de ton dimanche soir, c'est que tu sais que tu peux faire sans personne, mais tu sais aussi que tu peux appeler des personnes qui seront pas pieds et poings liés avec toi tous les dimanches soirs, parce que ça peut être des personnes différentes. Ouais. Donc tu viens agréger, en fonction de tes besoins et des possibilités des autres, un truc qui, toi, te permette de continuer ton dimanche soir et d'arriver au lundi tranquille. Ouais. Et donc, du coup, t'es plus dépendant de ça, mais tu deviens... Tu gères ton autonomie à ta façon. Oui. Et quelque part... Et tu vois, oui, complètement. Et quelque part, il y a un soin à ce que la balle soit au centre. Oui. C'est-à-dire, et moi, ce que je pensais sur les dates de péremption, l'exemple que tu donnais la dernière fois, pour moi, le moment où on fait équipe, ça veut dire que on a besoin de l'aide de l'un de l'autre, on fait équipe, et donc voilà, on identifie un peu les sujets. Et pour moi, c'est un peu trivial. Tu me dis si c'est bête, mais pour moi, en fait, la personne qui peut voir la date de péremption, j'ai plus jamais besoin de redemander. Elle est en charge tous les dimanches de me virer tous les trucs qui sont pourris, okay. Et je ne le demanderai plus jamais. T'es d'accord ? Oui, machin. Et du coup, c'est en fait les parties de là où on s'entraide, il y a aussi des choses qui n'ont pas besoin d'être moi qui demande. C'est-à-dire ? Ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi un truc où, en fait, une fois que tu fais équipe, toi, souvent, tu étais dans des situations où tu demandais de l'aide. Ouais. Est-ce que tu as l'impression que si tu refaisais couple, tu aurais envie de trouver des façons pour que la personne puisse t'aider sans que tu aies à le demander ? Oui, j'aimerais bien que ça déjà... vienne assez naturellement, et j'aimerais aussi que possiblement la personne ait de moins en moins besoin de m'aider, puisque aussi tout le moment de célibat, c'est un laboratoire pour se dire en fait, je comprends. Je me mets en lien sur différents besoins, qu'ils soient relationnels, amoureux, sexuels ou trucs comme ça, ou en lien pour mon autonomie avec plein d'autres gens, et d'être apaisé par rapport à ça. Famille choisie. Ouais. Aussi. Choisi, potes, voisins, des gens dans la rue avec qui j'arrive à me lier en 2 secondes et leur faire comprendre que j'ai un besoin, et ils vont pouvoir me guider jusqu'au métro ou trucs comme ça, tu vois. Complètement. Ce que tu as fait pour venir ici. Exactement. J'ai fait pote avec un ouvrier de la RATP. Mais au début, j'ai demandé à mon intelligence artificielle de reconnaître le panneau à côté de la sortie, qui m'a dit que c'était sortie 1, 2, 3 et 4. Et puis quand je suis sorti, en fait, je sais pas ce que j'ai foutu, mais j'étais pas à la 4, et il y avait un ouvrier qui était là, et il m'a guidé jusque pas très loin de chez toi. Dans la 3e partie de ton témoignage. On parlera de l'ouvrier ? Non. De la salope ? De l'ouvrier salope ? Je ne sais plus. As-tu été une salope avec l'ouvrier ? Non. Ok. T'aurais eu envie ? Non. T'as pas senti des trucs de sa part où t'as été un peu émoustillé ? Non. Très bien. On va parler de la salope, ouais. On va parler de ce mois de célibat où t'as eu 4 rapports sexuels. Moi, je suis curieux de savoir... comment c'était de remonter à cheval, et puis comment tu t'es senti, et ce chemin de salope, parce que tu as découvert ce podcast en tapant salope. Ouais, tout à fait. Rendez-vous dans la 3e partie. À toutes. Mes petits choux, c'est Guillaume, ton podcasteur. Je serai au Québec ce août et ce septembre 2025, oui, là, cela, et je cherche des connexions locales pour m'aider à découvrir le Québec. Moi, le stressé du contrôle, j'ai rien planifié, j'ai envie de me laisser porter par les rencontres et les canapés d'auditeurs dispo un peu partout au Québec. En dehors du podcast, j'aime 4 trucs dans la vie: me baigner, ma passion, marcher dans les arbres, 2e passion, manger et écouter les locaux me raconter l'histoire locale. Alors si tu es au Québec, si tu as des conseils, un canapé ou juste tu veux me faire coucou, contacte-moi actifopassif.com/Québec. À bientôt. Et c'est la fin de cet épisode. Je te donne 4 raisons d'aller tout de suite sur le site du podcast actifopassif.com. Numéro 1, viens à une rencontre entre auditeurs près de chez toi ou un enregistrement en public. Raison numéro 2, va voir notre annuaire collaboratif entre auditeuristes, des soignants gays ou queer-friendly, déjà 230 contacts partout dans le monde. Raison 3, viens suivre les coulisses du podcast et mes pérégrinations sur mon Insta ou le groupe WhatsApp privé.
Raison numéro 4, viens discuter entre auditeurs sur le Discord, on est déjà plus de 1000 membres. Et enfin, tu le sais peut-être, ce podcast c'est mon boulot à temps plus que plein et j'ai décidé de le garder gratuit et de refuser les sponsors commerciaux. Ça veut dire que je dépends de vous, mes petits auditorices. J'ai besoin qu'on soit 400 à donner 60 € par an, c'est le prix d'une seule séance de psy, pour avoir une première sécurité financière. Aujourd'hui, en mai 2025, on est 237 sur les 400. Alors si ce podcast t'aide ou t'inspire, rejoins les 400 maintenant, actifopassif.com/don. D-O-N. Tu peux aussi m'aider en mettant tout de suite 5 étoiles et en t'abonnant au podcast sur ta plateforme. C'est des petites actions qui poussent l'algorithme à proposer le podcast à plus de gens et ça m'aide à trouver des témoignages et des donateurices. Merci à toi et à très bientôt dans tes oreilles.